ça consomme et ça chauffe, hein, on va dire que... Je suis parti le plus possible. Avant le lancement, il y a eu pas mal d'inquiétudes au niveau de la gestion de pas mal de jeux, alors aussi certains logiciels, dus aux technologies DRM existantes, qui allaient être incompatibles avec le système de gestion hybride des P-Cores et des E-Cores. Donc à la sortie des pros, il y avait à peu près 90 jeux qui étaient touchés par le problème. Aujourd'hui, Intel a fait un petit communiqué le 7 décembre. Il n'y a plus que 3 jeux qui rencontrent le problème. On va dire 2 relativement mineurs, simulation de conduite de bus, Madden 2022 je crois, et un peu plus important qui est Assassin's Creed Valhalla d'Ubisoft, qui lui pour le moment n'est toujours pas compatible avec la plateforme. Donc, c'est ce qu'on prévoyait, voilà, une chauffe et une consommation importante, donc c'est bien le cas, tout particulièrement sur le Core i9, qui est le fer de lance en termes de perf, c'est aussi le fer de lance en termes de consommation et de dégagement thermique. Donc ça demande un système de refroidissement performant, il faut oublier l'air cooling, clairement, du water cooling et pas du water cooling d'entrée de gamme ou de base. Niveau alimentation, je dirais oui et non, ça dépend du reste de la configuration. Après c'est sûr que ça consomme plus, donc il faut quand même une alimentation qui soit costaud sur l'array plus 12 volts, et éviter les alimentations multi-array, plutôt du monorail de préférence. Dans tous les cas, à carte graphique égale, en passant sur la Gen 12, dans tous les cas, on consommera plus, c'est indéniable. Malgré les doutes qu'on avait émis avant la sortie, aujourd'hui Alder Lake c'est le meilleur pros pour jouer. Il n'y a pas de débat. En termes de performance, que ce soit en Full HD, en 2K, en 4K, ils sont devant. Core i9, Core i7, le Core i5 se défend. On est sur des performances de haut vol, au prix d'une grosse consommation et d'un gros dégagement de chaleur, donc à pas oublier, parce que pour atteindre ces performances, il faut sélectionner le profil d'alimentation 2, plutôt que le profil d'alimentation 1. Ça permet entre guillemets de débrider le processeur, on débride toutes ses capacités, donc il se lâche sur la conso et sur ce qu'il va dégager. Mais ça permet vraiment d'atteindre des performances, pour le coup, vraiment excellentes. On a, oui, 2 corps. Alors, petite erreur de ma part lors de la première vidéo, où j'avais comparé à des corps Pentium, donc c'est pas le cas. On est sur une évolution des corps Atom en 7 nanomètres, qui s'appelle Gracemont, considéré un peu comme l'héritage des anciens Atom Tremont. Donc ce sont des composants petite consommation, faible dégagement thermique. Ils vont être là pour s'occuper des petites tâches, petits processus et petites charges. L'avantage c'est que ça évite aux gros corps que sont les P-Core ou Golden Cove de fonctionner en permanence et par conséquent de provoquer toute cette chauffe et toute cette surconsommation électrique. Les P-Cores, donc Golden Coves, eux sont gravés en 10 nanomètres. Donc consomment un peu plus, chauffent un peu plus par défaut. Cette structure, elle est là sur les Core i9, les Core i7, le 12600K. Elle sera également présente en théorie sur le 12600. Et en dessous, on n'aura plus de Gracemont. On n'aura plus ce qu'on appelle les E-cores, qui sont les Ecologic Cores. On devrait passer uniquement sur des processeurs en P-cores. Donc uniquement sur la nouvelle architecture Golden Glove d'Intel. Ce sera le cas pour les Core i3, les Core i5 non K. En dessous du 12600, le 12600, il y a un doute. Ce sera le cas également pour les Pentium et probablement les Celeron. Alder Lake, aujourd'hui, c'est un coup d'essai. On peut appeler ça un coup d'essai parce que c'est une véritable nouvelle architecture, malgré une certaine, on va dire, un certain recyclage avec les cœurs atomes. On est sur une nouvelle architecture qui est un coup d'essai et un bon coup d'essai pour le coup. On est sur des processeurs très performants et surtout au rapport performance-prix intéressant. À l'heure actuelle, sur les 3 principaux processeurs qui sont sortis, l'i7 12700K c'est le meilleur rapport prestation-prix. En mettant de côté la conso et la chauffe, il n'y a pas mieux. Ça met à mal les 5800X, les 5900X sans aucun problème.
La seule réponse d'AMD pour le moment, c'est de baisser le prix, parce qu'ils doivent attendre le refresh justement de Zen 3, qui devrait arriver début 2022. Donc en attendant le refresh, il faut baisser le tarif de ces processeurs-là pour qu'ils redeviennent un peu plus concurrentiels. À l'heure actuelle, on trouve le 5800X aux alentours de 50-60 euros moins cher que 12700K. Ça redevient donc un processeur intéressant, en sachant que le 12700K, il ne faut pas oublier qu'il faut au moins investir entre 100 et 150 euros dans un très bon système de refroidissement pour le maintenir à des températures, on va dire, correctes. Il faut refroidir ses ardeurs. Le 12900K, je ne peux pas vraiment le recommander, sauf si on souhaite vraiment avoir le processeur le plus performant du moment, ce qui est le cas. Mais par rapport à 5950X, on va être sur une enveloppe thermique globale qui est quasiment 2 fois supérieure, pour un gain en perf par rapport au 5950X qui n'est pas colossal. Le PL2 apporte pas 50% de perf en plus par rapport au Ryzen. Donc c'est pas le processeur le plus intéressant à l'heure actuelle. Le 12600K pour sa part est intéressant. À l'heure actuelle, il est un peu plus cher que le 5600X, mais aura des perfs en jeu quand même un peu plus élevés, plus confortables. Ne pas oublier qu'il chauffe aussi beaucoup, water cooling recommandé, donc prévoir ce budget également, alors que le 5600X peut être refroidi avec son Ventirad box fourni sans trop de soucis. Donc on reste sur des pros qui sont une avancée technologique pour Intel, avec une nouvelle architecture qui va porter ses fruits. En attendant, je pense, une meilleure efficience énergétique, le passage à une finesse de gravure plus harmonisée, plutôt que d'avoir du 7 et du 10, parvenir à tout mettre en 7, ça leur permettra de moins consommer et moins chauffer. Mais ça reste vraiment de très bons pros. Ils ont récupéré une très grosse partie de ce qu'ils avaient perdu avec l'arrivée des premiers Ryzen et de leurs évolutions. Donc ça devient de bons processeurs en productique. C'est ce qu'on avait prévu, entre guillemets. C'était même ce qu'on pensait le mieux. Être bon en productique, plus qu'en jeu. Au départ, avant la sortie, c'est ce qu'on prévoyait. Donc oui, ils sont bons, ils sont performants. Productique, gestion 3D, photo, vidéo. Sans souci. Par rapport à la Gen 11, ouais, il y a quand même un sacré gap. La Gen 11 étant malheureusement moins performante que la Gen 10. Pour beaucoup de domaines, la Gen 12 gomme totalement ça en fait. Core i3 et les nouveaux Core i5, entre guillemets, 100K ou 100F, entre guillemets, ceux qui ne sont pas débloqués. Et donc ceux-là sont annoncés normalement, je dirais, courant janvier. On devrait commencer à avoir ces processeurs qui arrivent. C'est pour ça d'ailleurs que les Gen 11 et Gen 10 commencent à être un peu en rupture de stock partout. On a vraiment la sensation qu'Intel a envie de faire table rase des 2 dernières générations pour optimiser sa production, ce qui a été le talon d'Achille pendant un moment. L'intégralité de la production était en 14 nanomètres, ce qui a posé beaucoup de problèmes de pénurie chez Intel pendant une longue période. Et là, ils veulent vraiment retirer le plus possible de processeurs pour gagner, je pense, en place de production tout simplement. Et surtout, montrer qu'ils ont maintenant des processeurs à la hauteur. Donc Core i3 et Pentium et Celeron, on n'a pas de date, on n'est pas sûr, mais il est fort probable qu'ils sortent également en Q1, ce qui est une bonne nouvelle également, parce qu'en termes de processeurs sous les 100 € à l'heure actuelle, il n'y a plus rien. Compliqué d'en avoir. Et le petit avantage, c'est que comme ils n'auront que des P-cores, c'est Core i3, ils risquent d'avoir des performances en single core particulièrement élevées pour cette catégorie de processeurs. Donc ça pourrait être intéressant pour certaines tâches, notamment pour des jeux un peu plus old school, genre du Counter-Strike, CSGO ou autre, où on aime justement avoir du single core performant avec une bonne fréquence. La DDR5 à l'heure actuelle, même si c'est une nouveauté technologique apportée avec la plateforme Alder Lake, elle n'a pas énormément d'intérêt pour plusieurs points. La première, c'est qu'elle n'est pas dispo. Il n'y a quasiment aucune disponibilité sur la DDR5. Le second point,
c'est qu'elle est particulièrement chère. On est dans l'ordre de quasiment 2 fois le prix du kit DDR4 équivalent, et si on veut un kit DDR5 performant, c'est 3 à 4 fois le prix du kit DDR4 équivalent. L'autre point d'achoppement, c'est que la DDR5, pour des petites plateformes type Core i3, Pentium, Celeron, à l'heure actuelle, il n'y aurait vraiment aucun intérêt. Le principal intérêt, c'est les nouveaux chipsets Intel qui arrivent, qui eux vont permettre au Core i5 2600K d'avoir un meilleur équilibre de gamme, parce qu'à l'heure actuelle, les cartes mères disponibles sont chères. Donc là, on va avoir l'Intel B660, le Intel H670, le Intel H610, qui devrait arriver également courant janvier-février, pour apporter des cartes mères pour des tarifs compris entre 50 et 230 euros. Ça permettra d'avoir un panel de cartes et un meilleur choix pour des confs un peu plus accessibles en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Chez AMD, la DDR5 n'est pas à l'ordre du jour pour le refresh, à notre connaissance. Ce sera prévu normalement pour Zen 4, donc fin 2022 pour le moment. Le PCI Express 5, qui est pareil, une nouvelle technologie, pour le moment n'a pas encore d'intérêt. Pas de carte graphique en PCI Express 5, pas de SSD en PCI Express 5. Les premiers contrôleurs SSD PCI Express 5 sont annoncés a priori pour fin Q1, mi-Q2 de 2022. Alors bon, l'avantage, on va passer à 14 Go secondes, ça va être génial. Faudra en avoir l'utilité, faudra avoir le prix. Mais au moins, on peut se dire que la plateforme Intel est future-proof. On sait qu'on pourra mettre des CG en PCI Express 5, des SSD en Gen 5. Voilà. On sait qu'on va pouvoir évoluer sa configuration en espérant qu'Intel ne change pas le socket trop rapidement. Voilà. Mauvaise habitude.